Bonjour Sébastien, bonjour les achats. Est-ce que tu m'entends bien, Bonjour Sébastien? Guillaume, je t'entends très bien. Bonjour à Bon. tous, bonjour les achats. Bon, on va voir un petit peu si tout fonctionne bien. Alors, tac, je vais vérifier sur Internet si nous sommes bien en direct. On est Oui, en parce que là, direct? c'est chaotique. C'est chaotique ce matin. On ne vous cache pas qu'on Ouais, avait prévu une magnifique présentation sur Canva, mais Canva a décidé d'avoir une panne mondiale ou nationale, bon, je ça ne sais marche? pas pourquoi. Ouais, c'est bon. Donc, J'ai on est un petit peu embêté. ouais, j'ai Aurélien qui est juste ici. Bonjour Aurélien, dis bonjour à la communauté qui confirme qu'on reçoit bien. Ouais, c'est compliqué aujourd'hui parce qu'en fait, effectivement, pour ceux qui suivent les lives habituellement, on utilise Canva, la solution de présentation en ligne. Et effectivement, regardez, je partage parce que c'est quand même assez beau. Première fois dans l'histoire, on utilise Canva, je pense, depuis entre 5 et 10 ans. Ouais, c'est Euh, ça. ouais, même plus, ouais. Et ben voilà, première fois que ça bug, évidemment, il faut que ce soit un quart d'heure avant le live. Donc, on est très content. On va improviser. Alors, heureusement, on a ce qu'il faut. Dites-nous là si vous êtes là dans les commentaires, qu'on voit un petit peu si vous recevez bien. En attendant de faire le petit tour habituel. Alors, moi, je ne vois pas. Commencez à commenter. On va voir si vous êtes là. Faites-nous un petit coucou. Ouais, je vois pas de commentaires pour l'instant, Hmm. Il également de manquerait mon plus côté. qu'on ait un bug aussi sur ça. Ça serait la journée, tu sais. Ça y est, bah oui, c'est ça. Ça y est, on a Laurent. Ah ouais, c'est bon. Laurent est là. Laurent est souvent là, hein. Je crois qu'on a déjà échangé, Laurent, par téléphone une fois. Ouais. J'espère que ton activité de conseil avance bien. Tofa, c'est bon. Bonjour à tous. Salut Delphine. Bonjour Fabrice. C'est bon. Christophe Esnard, bonjour. Dites-nous, faites-nous un petit coucou. De toute façon, on attend que tout le monde arrive. Dites-nous où vous êtes actuellement aussi. Aurélien, bien sûr qu'il est là. Il est juste à ma droite. Audrey, bon, ça va, c'est cool. Lorient, Bretagne, des Bretons. J'ai beaucoup été en Bretagne ces derniers temps quand même. Enfin, parce que Nantes, c'est la Bretagne, je vais attirer. Bretagne. Ouais, je Ah, vais c'est, attirer. c'est- Désolé, pardon. Pardon, pardon. Ouais, on va se prendre des tomates là, attention Oh, c'est doucement. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, on a Nathalie de Bonjour Clermont-Ferrand. Geoffroy. Salut Geoffroy, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est cool. On va continuer à nous dire où vous êtes là, Lyon. Bon, c'est top. Sébastien, on va parler d'un sujet quand même extrêmement important aujourd'hui, c'est les matrices aux achats. Pour ceux qui se sont déjà présentés, qui ont dit où ils étaient, est-ce que vous commenceriez pas par nous dire, selon vous, à quoi sert une matrice aux achats? Alors, pour ceux qui arrivent, on ne peut pas utiliser hein, notre outil habituel, donc on va faire un live un peu plus à l'ancienne, même si on va partager notamment le logiciel, on va partager quand même des choses très exclusives. Donc, vous allez voir, vous allez vous régaler, vous allez sortir de ça de ce live avec pas mal d'outils et une bonne vision de comment faire. Mais selon vous, à quoi sert une matrice achat, tout simplement? Quelle est votre vision de la matrice achat? Alors, ça arrive à fond là. Lyon, Toulouse, Mayenne. Ah, je pense que là, on a Mayenne, c'est où ça, la Mayenne? C'est en France? Non, hein. Enfin, oui, c'est en France, mais Si, c'est. si, Bon, si, je vais si. pas arrêter de dire des conneries aujourd'hui. C'est le stress de ne pas avoir la solution. Grande histoire. Alain. Alors, grande Alors après, histoire. on peut prendre Nous, peut-être un Google Doc pour venir écrire ouais, effectivement les éléments que. on va les partager en direct. T'embête pas. Arnaud Fouillé, parce que là, si je commence à rajouter un Google Doc avec toutes les fenêtres que j'ai ouvertes, là, ça va être compliqué. Bonjour Arnaud, en vacances à Dijon, bah, c'est formidable ça. Adopter une stratégie achat adéquate. Bon, Valérie a directement donné la réponse. Effectivement, une matrice, ça sert à adopter la stratégie d'achat adéquate. Et alors, on ne va pas rentrer dans ce qu'est une stratégie, mais effectivement, une matrice, aujourd'hui, c'est son principal but, optimiser sa stratégie, effectivement. Alors, c'est la définir, c'est l'optimiser. On va voir qu'on peut aller très loin là-dedans. Ah, Stéphanie, salut. C'est une méthode Prioriser pour les actions. segmenter. Ah, une méthode pour segmenter le portefeuille achat, le segmenter en catégories peut-être de typologie d'achat, effectivement. Prioriser ses actions.
Alors, il faut savoir, Laurence, on est tout à fait d'accord. Une stratégie aujourd'hui sert à identifier finalement, à structurer sa stratégie. Et une stratégie, ce n'est autre que un plan d'action en fait. On a tendance à l'oublier. On fait des stratégies, on mélange stratégie et politique. Et du coup, on oublie qu'une stratégie, c'est un plan d'action en fait. À long terme, une stratégie, à long terme en général, sur plusieurs années. Mais effectivement, c'est ça une stratégie. Bayonne, Isabelle, bon, ça arrive là, à fond, c'est top. Continuez à nous dire ce qui est, selon vous, à quoi sert une stratégie achat. Et on va, je vais rajouter ça en bas, et on va avancer doucement. Alors, la matrice de Kralitch, à quoi elle sert? Est-ce que certains d'entre vous connaissent la matrice de Kralitch parmi vous? Dites-nous dans les commentaires à quoi ça... Alors, identifier les véritables enjeux sur les ressources. Ouais, Éric Perrault, bravo. Les véritables enjeux. Alors, quels sont-ils les enjeux selon la matrice de Kralitch, Éric? Alors, Aude de Lyon. Bon, c'est top, il y a du monde aujourd'hui. Enfin, comme à chaque fois, remarque, mais il y a du monde. Ça tombe bien, c'est parfait que notre solution de présentation tombe en panne. Ouais, tout à fait. 1983. Et elle vient de se reconnecter. Bon, ouais, trop tard. C'est vrai, Canva remarche? Oui, c'est ça, quelques minutes après le... C'est vrai? C'est quand Ouais. même incroyable. Bon, bref. Valérie, 83. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 83 dans le fonctionnement des entreprises? C'est passé des choses quand même. Ça commence à dater un petit peu. Et on va voir qu'il est nécessaire d'évoluer le poids stratégique des familles d'achat. Merci, Tofa. Catégorie achat, simple levier stratégique critique, effectivement. Simple levier stratégique critique. Bon, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent. On va avancer dans la présentation parce que vous allez voir, on a du pain sur la tranche. J'ai appris qu'on ne disait pas ça partout. On le dit chez SWOT. La matrice sert à cartographier ses achats. Ouais, tout à fait. Identifier les catégories d'achat. Bon. Alors, on va regarder du simple au critique. Bon, je pense que vous avez tous parfaitement saisi. Salut Véro, ça va? Ça fait plaisir de te voir. Tiens. Alors, on va improviser et donc on va partir sur la présentation de l'évolution des entreprises. Je pense que là, aujourd'hui, il y a... Enfin, improviser, c'est pas quand même une improvisation totale, puisque vous voyez qu'on a mis des textes en dessous quand même pour se rattraper. Donc, pourquoi la fonction achat doit-elle évoluer selon vous pour survivre? On va vous présenter une vision que vous avez vue déjà assez souvent et qui va permettre de poser les bases pour bien comprendre pourquoi nos matrices doivent évoluer et entrer, ce n'est pas un secret puisque c'est le sujet du live, dans la double matérialité. On va voir qu'en fait, c'est une question de survie. J'avais fait une belle citation sur la présentation Canva. D'ailleurs, s'il remarche, on pourrait presque l'utiliser. Non, ça bug toujours chez moi, t'inquiète pas, Sébastien. Ouais. J'avais fait une belle citation que j'aime beaucoup, qui est une citation de Charles Darwin, qui explique que les espèces qui survivent le mieux ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, en fait, finalement, les entreprises font face à un grand changement. Un changement qui, finalement, est l'intégration de la durabilité au cœur de leur activité. Je vais vous présenter juste une petite slide qui, normalement, je l'espère, devrait sortir correctement. Sébastien. C'est celle-là. Voilà. J'espère que tout le monde voit correctement. Mais en gros, on a aujourd'hui les organisations privées et publiques qui sont impactées par une réglementation qui évolue, la CSRD, qui entre en vigueur là progressivement et touche pas mal d'entreprises, les attentes des salariés, les attentes des clients. Et on se rend compte aujourd'hui que, selon un grand nombre d'études, aujourd'hui, le consommateur, le client, est capable de boycotter un produit si celui-ci ne respecte pas l'environnement ou les droits de l'homme. Voilà, tout simplement. On parle de chiffres quand même qui sont supérieurs à 95%. Donc aujourd'hui, les entreprises, qu'elles soient impactées par la CSRD ou non, on parle aussi des ETI un peu plus petites, on va dire petites ETI, PME plutôt, ou TPE, alignent complètement leur modèle en intégrant cette notion de durabilité dans leurs produits. Et un autre élément et qui est bien renseigné dans une étude qui est disponible sur notre site internet Espace Ressources, qui est gratuite. Vous verrez, on rentre vraiment dans le détail. Mais en gros, la majeure partie, je crois que c'est 9 sur 10 directions, n'iront pas vers une solution à dimension écologique, RSE, si celle-ci pénalise la performance économique. Voilà, au moins c'est clair.
Donc, si demain, vous vous pointez devant une direction en disant ça, c'est écologique, par contre, on perd de l'argent, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Et il y a un autre point également très intéressant, c'est que le consommateur, s'il doit faire le choix entre performance RSE et performance économique, et bien souvent, en fait, il ne peut pas faire le choix. Sauf les consommateurs très aisés, et on voit qu'aujourd'hui, le marché est en train de se reconcentrer et le consommateur a besoin de pouvoir d'achat, eh bien, il va aller vers un produit finalement moins cher. Donc aujourd'hui, en fait, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de conjuguer les deux, de conjuguer performance économique, d'accord, et amélioration des impacts RSE. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça paraît être une solution, on va dire, incompatible, alors qu'en fait, c'est une croyance, ça, hein, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, et vous avez plein d'exemples sur notre site internet, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont présentées. Mon livre qui est sorti chez Duno qui l'intègre. Mais en fait, je prends la première chose que j'ai sur la table, alors c'est une bouteille en plastique, vous me direz, je ne sais pas si on la voit, Sébastien, moi je suis sur la présentation. On la voit, la bouteille en plastique. Bon, le meilleur moyen de réduire le coût d'une bouteille en plastique, on ne parle pas du bouchon, on ne parle pas de l'étiquette, hein, le meilleur moyen de réduire le coût d'une bouteille en plastique, c'est encore d'en réduire le poids. Et en réduisant le poids, c'est aussi la réduction de l'impact environnemental. Donc, vous comprenez très rapidement, juste par cet exemple-là, mais je pourrais prendre d'autres choses qui sont sur mon bureau actuellement, la réduction d'impact environnemental, aujourd'hui, le meilleur levier de réduction des coûts. Bon, on en a parlé dans plusieurs fois, dans plusieurs lives, mais aujourd'hui, conjuguer performance économique et réduction des impacts RSE, c'est totalement compatible. Et on se rend compte, en fait, dans tout ça, que les achats représentent entre 40 et 80% du chiffre d'affaires et de l'impact RSE des organisations. Nous sommes donc en première ligne pour accompagner les organisations vers un nouveau modèle plus durable et performant économiquement. Et c'est là où on comprend que, effectivement, la fonction achat doit évoluer pour intégrer dans ses processus cette dimension RSE. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose ? C'est très important parce que ce constat-là, on n'est pas les seuls à le faire. Aujourd'hui, tous les acteurs qui réalisent des audits CSRD, des accompagnements CSRD en entreprise. Donc, on peut voir des chambres de commerce et d'industrie, des cabinets de consulting privés. Ils se rendent tous compte effectivement que quand ils font le bilan des impacts environnementaux et sociaux, là où ils doivent travailler, c'est très souvent sur les achats. Effectivement, c'est notre cœur de métier. Et derrière, qu'est-ce qu'ils proposent ? Ils proposent de venir optimiser, souvent à la place des achats, sans une vision économique, nos portefeuilles achats. L'achat le plus connu étant l'achat de transport, parce que c'est vrai que c'est là où on va retrouver beaucoup d'impact. Et en fait, on va avoir beaucoup de ces nouveaux services, de ces nouvelles fonctions, venir effectivement un petit peu en travers des achats, en disant, OK, on a trouvé que les impacts environnementaux, ils étaient là, on va vous expliquer comment les réduire. Sauf que on le sait, c'est que comment on réduit les impacts environnementaux sur du transport, c'est en optimisant effectivement avec les transporteurs les différentes tournées. Donc, plus les camions vont être remplis, plus le coût du camion pour l'environnement va être faible par produit, plus on va travailler avec des transporteurs qui ont des bases logistiques optimisées en fonction des régions que l'on cherche à desservir, moins le colis va faire de chemin. C'est tout un ensemble qui va nous amener à optimiser considérablement notre budget de dépenses dans l'entreprise. Donc, nous, on le sait. Et aujourd'hui, on voit énormément des gens qui sont vraiment uniquement orientés impacts environnementaux et sociaux venir sur le marché et sur le travail des acheteurs. Et ils n'ont pas cette compétence-là que l'on affiche à l'écran de se dire, OK, il faut qu'on puisse avoir la partie économique aussi dans notre réflexion. Et dans ce cadre-là, il y a toute une formation. L'acheteur, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. La preuve, ce que l'on voit ici avec notre capacité à faire une stratégie à court et long terme. Ouais, tout à fait. Il y a un vrai sujet aujourd'hui entre une fonction achat qui historiquement, hein, là je vous montre la matrice de Kralitch, puisqu'on dit Kralitch, qui est vraiment orientée sur l'importance sur l'achat, hein, le poids financier, la complexité du marché fournisseur. Et quand on rentre un peu dans le détail ici, on se rend compte que effectivement, les critères, hein, le poids financier, ça ne sert à rien de le détailler, c'est ce qui pèse financièrement pour l'entreprise. Et puis, quand on regarde la complexité du marché fournisseur, on se rend compte que c'est une analyse de risque, hein, approvisionnement, conditions de monopole, barrières à l'entrée, coûts logistiques et complexité.
Et donc, en fait, on a une analyse historique de la fonction achat qui est orientée sur 2 axes, qui sont le poids sur les finances, parce qu'on ne parle pas globalement de performance économique, et bien sûr la complexité du marché fournisseur, c'est-à-dire finalement le risque. Voilà. Et on a une fonction achat qui est historiquement sur ces 2 axes-là. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans un contexte où les entreprises doivent intégrer la durabilité dans leur fonctionnement. Il y a la loi qui les oblige à le faire. Et on a de nouvelles fonctions qui se créent par-dessus, notamment la fonction RSE, qui arrive avec un savoir-faire sur la réglementation RSE, avec une volonté d'impacter favorablement la dimension écologique et sociétale, mais qui n'a pas le savoir-faire en termes de gestion de la performance économique. Et on se retrouve à avoir 2 confrontations, puisqu'au milieu, les achats, c'est 40 à 80% du chiffre d'affaires. Les bilans carbone le montrent. Le scope 3 représente la majeure partie des impacts environnementaux. Donc aujourd'hui, on a alors une confrontation, ce n'est pas toujours le cas, parce que j'ai formé plein d'entreprises aujourd'hui. Les services RSE viennent quasiment systématiquement dans les formations achats. Mais j'entends pas mal de bruit, Sébastien, coupe ton micro quand tu parles pas éventuellement. C'est peut-être de mon côté, je ne sais pas. Mais, il y a du monde au téléphone à côté de moi. Ouais. Et effectivement, on a 9 directions sur 10, directions générales, qui n'iront pas sur une dimension RSE si elle n'a pas d'avantage pour la performance économique. Et donc, en fait, on a une relation un peu tripartite qui est un peu compliquée, puisque les intérêts semblent un peu contradictoires. On a une fonction RSE qui va avoir beaucoup de mal à avancer. On a une fonction achat qui, finalement, est limitée dans sa capacité, finalement, à évoluer, à générer des résultats. Et on a direction au milieu qui attend, voilà, avec une loi qui vient englober tout ça. Donc c'est assez particulier. Dites-nous… au niveau des achats, on le paye, mais en même temps, dans pas mal de services achats, on l'a cherché, parce que quand on voit que certains services achats ne font même pas de stratégie telle qu'on le voit ici, alors ils sont encore moins prêts à intégrer les RSE tout au long de leur process achat. Résultat, on laisse la place effectivement aux services RSE qui, eux, vont arriver de fait à cause de la loi. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur tous les sujets CSRD aujourd'hui et bilan carbone, c'est ultra subventionné par l'État, par l'Europe. Donc, ça crée énormément de nouveaux acteurs. Et d'ailleurs, on se rend compte que vous savez, les consultants qui étaient là pour intervenir sur l'optimisation de budget achat, qui travaillaient sur les savings qu'ils apportaient à la société, eh bien, ceux-là, ils sont en train de se voir disparaître au profit de ces auditeurs CSRD bilan carbone, où leurs audits sont subventionnés par l'État, par l'ADEME, par l'Europe. Et à la fin, on sait tout le temps que l'audit se termine par une optimisation d'un budget, donc un vrai travail d'acheteur. Et donc, on perd un peu le fil entre les acheteurs de métier qui veulent justement rester sur l'optimisation, mais qui n'intègrent pas encore la RSE, versus ceux qui n'intègrent que la RSE, mais on le sait au fond de nous que la performance économique, à la fin d'une mission, ne vaudra jamais celle d'un acheteur. Oui, tout à fait. Ouais. Y a un vrai sujet. Alors, de ce qu'on vient de voir, selon vous, dites-nous, qu'est-ce qui manque à la matrice? Je baisse un peu l'écran. On voit bien là, Sébastien? J'arrive pas à… C'est dur de… Bon, on n'a pas notre outil. Ça reste flou, mais… Hop là, voilà. Je pense que ça dépend de la connexion. Mais qu'est-ce qui… Je vais peut-être mettre celui de droite, ce sera plus clair. Qu'est-ce qui manque, selon vous, aujourd'hui à la matrice de Kralich? Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui manque à la matrice de Kralich pour permettre à la fonction achat finalement de répondre à ce qu'elle doit faire, son évolution dans les années à venir pour permettre aux entreprises d'être conformes au niveau réglementaire. Mais aussi, on l'a vu, le meilleur moyen de réduire les coûts, c'est de réduire l'impact environnemental, donc d'être plus performante aussi économiquement pour permettre d'accélérer la transformation des organisations vers un modèle à la fois plus durable et performant. On attend vos commentaires. Qu'est-ce qui manque à la matrice de Kralich, pardon. En espérant qu'on va pouvoir avoir des commentaires, parce que je vois des commentaires disant qu'il y a beaucoup d'interruptions sur la diffusion de notre live sur LinkedIn. Ça saute en permanence. Ah ouais. Live interrompu. Ah mince. Ça fait beaucoup de personnes qui ont un problème. Je vais ouvrir ma porte, peut-être que je capterai mieux, mais… Je pense que ce n'est pas un problème de Wi-Fi, je pense que c'est un problème de plateforme. Ouais, je pense que là, sinon on le refera, tant pis, les présentations sont envoyées aux participants. Ouais, tout à fait, vous allez tout recevoir
Après le live, alors est-ce que je vais vérifier qu'on est du monde? Vous êtes là? Oui, interrompu régulièrement. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas de chance aujourd'hui, hein. C'est dommage parce que c'est quand même un live important. Voyons voir ça. Bon, après, je crois qu'on en est à notre 40e live. Ah, Selena répond. Il doit y avoir des... Ouais, c'est ça, ça marche. Il doit y avoir des coupures, mais... Ouais, désolé. Qu'est-ce qui manque à la matrice de Ouais. Kralitch? Plan de vigilance et cotation des fournisseurs, ouais, qui interviennent sur les achats stratégiques à effet de levier. Tout à fait, Isabelle. Tout à fait. Il manque la dimension, la notion d'acheteur augmenté, l'IA, la RSE, les achats du futur, en gros, effectivement. Alors, l'IA, finalement, est une continuité de la révolution, la troisième révolution industrielle, qui est la digitalisation. Effectivement, c'est des outils. Alors, je ne sais pas si on va les mettre dans la dimension stratégique, puisque ce sont vraiment un outil. L'IA est un outil, mais on va le voir, ça aide énormément. Je suis un peu perturbé. Ouais, désolé, Bernard. Je pense que là, on va avoir un live un peu chaotique. Bon, on s'adapte. Pour ceux qui arrivent à suivre, restez parce que vous allez voir, il va y avoir des choses extrêmement intéressantes. Impact carbone sur les catégories. Effectivement, aujourd'hui, quand on voit que les entreprises doivent intégrer la dimension de durabilité, notamment les impacts environnementaux, dans leur stratégie, dans leur action, parce qu'elles doivent rendre des comptes au niveau réglementaire, une obligation réglementaire notamment, mais aussi par rapport aux attentes globalement de leurs clients, etc. Eh bien, aujourd'hui, l'intégration de l'impact carbone est une mesure à prendre en compte quand on va définir sa stratégie. Là où avant, on définissait sa stratégie en fonction de l'impact financier et de l'impact sur le risque, demain, peut-être qu'on va intégrer aussi l'analyse en intégrant la dimension d'impact environnemental et pourquoi pas sociétal également. Tout à fait. Je vais avancer, Sébastien, puisqu'on ne sait pas trop, là, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Je crains que, hélas, on ait des petits soucis de qualité sur ce live. Pour ceux qui sont parmi vous, restez, parce que vous allez voir, ça va être intéressant. Ouais, il manque les ODD. Merci, Emmanuel. Les impacts SRS, l'intégration des actions RSE des achats dans les comptes de durabilité. Bon, je pense qu'on va avancer, on va avancer un petit peu plus rapidement. On fait ça, Sébastien, on part sur la matrice directement, l'évolution de la matrice, sinon Ouais, on va tout à fait. Allez. Alors, si on prend en considération ces éléments, la présentation que vous avez sous les yeux est disponible sur notre site internet Espace Ressources. C'est le guide sur les matrices. Donc, vous avez un guide sur les matrices, vous pourrez le télécharger, puis on vous enverra des choses supplémentaires à la fin du live. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où avant, la mission de la fonction achat était orientée sur une dimension de contribuer à la performance économique, de manager les risques sur la supply chain, on voit arriver à l'heure actuelle, ça c'était la matrice de Kralitch il y a en 1983, donc ça date, ça a fêté ses 40 ans l'année dernière. On voit aujourd'hui arriver une dimension d'amélioration des impacts RSE parce que nous sommes au cœur de 40 à 80% des impacts RSE et une amélioration de la réponse apportée aux parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Aujourd'hui, là où avant on avait vraiment les parties prenantes internes, parce que les achats directs, c'était évident qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi aux achats, mais ce n'était pas intégré dans la matrice de Kralitch. Par contre, là, on se rend compte qu'on a une réponse aux attentes des clients, utilisateurs, partenaires, auxquels il faut répondre. Donc, on se rend compte aujourd'hui que la mission de la fonction achat pivote, vient s'enrichir avec une dimension d'impact RSE et de réponse aux attentes des parties prenantes, aux côtés de sa mission historique, qui est le développement de la performance économique et la maîtrise des risques. Pour ceux qui connaissent la pyramide de maturité, c'est en gros passer du niveau 3 au niveau 4 de maturité, la transformation, d'accord, qui va venir intégrer cette notion de durabilité dans les processus. Et on se retrouve avec finalement la matrice Impact 3 qui permet aujourd'hui d'intégrer cette dimension-là. Et je vais partager, je pense, le logiciel, ça sera plus qualitatif directement. Alors, je vais aller sur les critères de notation. On va faire ça. On a un commentaire d'Emmanuel qui est intéressant. Il dit que les actions RSE des achats ne sont pas valorisées à date, effectivement. Parce que souvent, on va valoriser uniquement le résultat financier, mais on oublie complètement de venir calculer et mesurer la réduction des impacts sociaux et environnementaux.
la comptabilité durable est une nécessité pour rester ou maintenir une partie prenante pertinente. C'est complètement vrai. Bon, on s'excuse encore pour les problèmes de… Voilà, mais je vous assure, restez parce que ça va être intéressant. Et puis, on va voir si vraiment c'est trop compliqué. On refera un live spécifique là-dessus. De toute façon, le logiciel sur lequel nous sommes actuellement, l'idée là va être de vous présenter la matrice plus en détail et voir comment vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez voir, c'est totalement révolutionnaire, hein, clairement, pour la fonction achat qui va pouvoir se transformer avec des outils extrêmement performants et pouvoir… voilà, c'est un outil qui est déjà mis à la disposition de nos apprenants qui font partie de notre programme manager des achats RSE et qui sera, on va dire, officialisé en début d'année et qui va nous permettre de présenter en fait comment peut fonctionner la fonction achat aujourd'hui. Donc, très clairement, aujourd'hui, une stratégie, comment on la définit? On la définit en fonction de nos familles d'achat, hein. Donc là, on vous en a mis quelques-unes: transport routier, électricité, consulting en ingénierie, les goodies de fin d'année et par exemple la famille aluminium que vous voyez ici. Alors, les critères de notation, c'est là où ça va devenir intéressant, puisqu'en fait, comme on intègre aujourd'hui la dimension, on va prendre par exemple les transports routiers, comme on intègre aujourd'hui la dimension performance économique, risque, RSE et partie prenante, eh bien, on va analyser la criticité des familles, les sujets prioritaires d'action, les enjeux prioritaires en fonction de leurs impacts sur notre capacité à répondre à notre mission, à savoir les impacts sur la performance économique, les risques, les impacts RSE et parties prenantes. En clair, il est stratégique de travailler en priorité sur les familles d'achat, les enjeux qui ont le plus d'impact sur notre capacité à répondre à notre mission, tout simplement. Donc, de la même manière, dans la continuité de la matrice de Kralitch, on va venir évidemment aller beaucoup plus loin dans les critères d'analyse, etc., pour avoir une analyse plus fine sur les différents enjeux. Mais on va finalement très facilement identifier nos priorités d'action en intégrant des critères. Et donc, on va avoir les critères d'impact. Là, j'ai pris donc la famille transport routier, mais vous pourriez y avoir aluminium, électricité, etc. Sur la famille transport routier, par exemple, on va regarder les impacts sur la performance économique avec les différents critères, hein. Donc, on les a appelés critères d'impact sur la performance économique, CIPE1, donc c'est l'importance sur le chiffre d'affaires d'achat, la proportion dans les produits vendus, l'impact sur la rentabilité, bon, l'impact sur la valeur ajoutée de l'offre, les enjeux de croissance, voilà. Et tout est raccordé aux ODD pour information. Je crois que c'est Emmanuel qui en parlait. On a tout raccordé aux ODD, mais on n'a pas le temps de vous le présenter maintenant. Mais en gros, on va définir des notes d'impact de la famille transport routier sur ces différents critères. On va pouvoir pondérer également les critères. On va pouvoir en enlever si ce n'est pas pertinent. On va pouvoir en rajouter si on veut en mettre d'autres. Voilà, on va avoir les risques sur la supply chain, où là, on va regarder la vulnérabilité au changement climatique. On va regarder l'accessibilité aux ressources naturelles, les exigences environnementales, l'instabilité géopolitique, la dépendance géographique et logistique, la dépendance fournisseur, la criticité pour l'activité, la disponibilité des alternatives, la volatilité des prix, la dépendance technologique, l'obsolescence, la propriété intellectuelle, bref, tout ce qui va pouvoir impacter le risque sur la supply chain et finalement, un petit peu de la même manière que ce que proposait Kralitch il y a 40 ans avec une vision peut-être un peu plus poussée, on va pouvoir analyser les enjeux de risque et pouvoir définir où est-ce que c'est critique d'un point de vue risque et sur quoi on va pouvoir agir finalement derrière dans le cadre des projets. Et donc pareil, on va définir une note de criticité sur la performance économique, une note de criticité sur le risque et derrière on va rentrer dans les enjeux externes. Donc, je pense que c'est le sujet qui intéresse ici pas mal de monde. Là, vous avez donc les enjeux RSE qui sont raccordés aux ESG, ESRS de la CSRD tout simplement, hein. Le texte, on va dire, le plus emblématique aujourd'hui de la prise en compte des enjeux RSE, sachant que, pour information, c'est toujours connecté aux ODD, qui sont la clé de tout ça, puisque c'est le cœur de tout le développement durable. Développement durable, c'est performance économique, sociale et environnementale, pas seulement sociale et environnementale. Et donc, on va intégrer la dimension RSE autour du texte de la CSRD et de ses ESRS, ESRS 1, 2, 3, enfin E2, E3, E4, etc., sur la gouvernance, sur tout ce qui va être sociétal, tout ce qui va être environnemental, pour pouvoir identifier sur une famille comme le transport routier, qu'est-ce qui représente des enjeux d'un point de vue matérialité RSE, pour pouvoir analyser tout simplement nos familles sur les enjeux RSE. Et bien sûr également les parties prenantes. On va regarder les impacts sur les parties prenantes internes, la direction générale, les actionnaires, les clients, les consommateurs, les fournisseurs, les communautés locales, les médias, les distributeurs. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une analyse très fine d'une famille d'achat. La finalité, tout simplement, on va rentrer dans la partie stratégie. La matrice interne qui prend en compte les enjeux
de criticité sur la performance économique et de criticité sur le risque supply chain. Je dirais que c'est la matrice qui ressemble le plus à celle de Kralitch, même si c'est en réalité beaucoup plus inspiré par la matrice de Claude Marcel, que personne ne connaît, mais qui est, à mon sens, beaucoup plus utile. Mais en gros, c'est une première matrice vraiment orientée sur l'interne, donc la fonction achat d'avant. Quelle est ma criticité sur ma performance économique, quelle est ma criticité sur mon risque. Et donc, on va avoir, je ne sais pas, par exemple, transport routier. On va voir ici les impacts avec un indice de 71, criticité sur la performance économique assez forte et criticité sur le risque assez fort. Donc, ça veut dire que c'est une famille qui a un impact élevé sur la performance économique avec des enjeux de risque majeurs liés à la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est risqué en interne, on va dire stratégique, puisque à la fois lourd sur la performance économique et risqué. Voilà, le rôle des achats étant évidemment de réduire la criticité dessus. Et là, vous allez retrouver évidemment toutes les notes des familles avec les différents critères, parce qu'on peut avoir toute une équipe qui définit ces critères pour pouvoir vraiment faire une analyse très fine en interne des différentes familles d'achat. Pour entrer dans la double matérialité, eh bien, on va rajouter la matrice externe, qu'on appelle aussi matrice RSE chez nous, mais elle marche très bien, où là, sur les différentes familles d'achat, on va avoir les impacts, par exemple, sur la famille aluminium. Donc, l'aluminium, c'est une famille qui a un impact élevé sur la RSE avec des enjeux majeurs sur les parties prenantes, avec un gros indice externe, une criticité RSE à 9, donc on peut aller jusqu'à 10, donc c'est une forte criticité RSE et une forte criticité sur les parties prenantes. Voilà, c'est juste un exemple, évidemment. Voilà, on se rend compte que les goodies, qui étaient très faibles en termes d'impact interne, on représente un impact prioritaire en externe parce qu'il y a des gros enjeux RSE et des gros enjeux parties prenantes. Mais ce qu'on va voir, c'est que quand on rentre dans une analyse stratégique, les bases de l'analyse stratégique, c'est de coller la dimension interne et la dimension externe, c'est-à-dire les 4 axes, performance économique, risque, impact RSE et impact parties prenantes. On va aller sur la matrice stratégique et là, on va pouvoir avoir une vision de nos portefeuilles beaucoup plus poussée. Et par exemple, on voit que l'aluminium, c'est une famille qu'on catégorise comme management du développement durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle présente des impacts élevés sur la matérialité financière, extra-financière de l'organisation. Là, on est vraiment dans de la double matérialité intégrée au process. On va avoir ici les notes de la famille. Donc, on a une vision très précise de la famille. Et voilà. Et pareil pour l'ingénierie, par exemple. L'ingénierie, on est plutôt sur un management de la performance économique. Finalement, faire appel à des consultants de niveau ingénieur qui sont payés 400, 500 euros par jour et qui travaillent dans un circuit aux alentours des 50 km de l'entreprise, finalement, les enjeux RSE à l'échelle d'une organisation industrielle, par exemple, sont assez faibles. On a plutôt un impact sur les parties prenantes, un impact vraiment, si on fait appel à beaucoup d'ingénierie, un gros poids sur la performance économique, un risque qui peut être assez élevé. En tout cas, c'est l'analyse qui a été faite ici. Et donc, on va avoir une vision très fine de ça. Les goodies, regardez, on a un très faible poids en interne, c'est une famille simple avec un impact externe prioritaire. Donc là, on va se rendre compte que les enjeux ne sont pas sur la performance économique et le risque. Les enjeux sont vraiment d'essayer de réduire la criticité RSE et pour améliorer la réponse apportée aux parties prenantes. Typiquement, si vous achetez des gourdes pour l'ensemble de vos équipes et que pour faire 2 euros d'économie sur 10 000 gourdes, vous les achetez à l'autre bout du monde et que on fait travailler des enfants, j'imagine, par exemple, sur la chaîne, ça va poser un véritable problème si ça se sait. Pourtant, 2 euros sur 10 000 gourdes, quand vous faites des milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça ne représente rien du tout. Vous voyez? Donc là, on est vraiment une orientation famille management de la RSE avec une approche qui va être beaucoup plus orientée sur la réduction de la matérialité extra-financière et des enjeux extra-financiers. Électricité, vous voyez ici, par exemple, est très faible, famille simple avec un impact marginal d'un point de vue RSE et image, par exemple. Voilà. C'est juste une analyse qui a été faite, ce n'est pas forcément la réalité de chaque entreprise. Et donc, on va pouvoir rentrer, vous le comprenez, ici dans une analyse vraiment de double matérialité beaucoup plus puissante. Et si on prend le tableau de synthèse, par ici, on va voir très rapidement apparaître les enjeux prioritaires d'action, leur typologie, leur note d'impact développement durable, toutes les notes RSE, parties prenantes, économiques, risques qui vont remonter dans les tableaux de bord. On a fait un live tableau de bord la semaine dernière, c'est d'ici que viennent une partie des notes. Après, on va mesurer les impacts CO2 précis, etc. Ça, c'est encore un autre sujet. Là, on est vraiment dans la définition de la stratégie. Et si vous rentrez, par exemple, dans une famille, vous allez pouvoir avoir une analyse très précise d'une famille pour pouvoir faire une analyse poussée et déployer un plan stratégique, tout simplement. Est-ce que vous captez? C'est la nouvelle version. Ouais, Véronique, elle sort c'est le logiciel là, en version qu'on est en train de développer, mais toi, tu as déjà accès au logiciel actuel.
elle a un petit peu évolué. Ouais. Enfin, les critères ont évolué. Alors, est-ce qu'on nous capte là? Il n'y a pas beaucoup de commentaires. Est-ce que quelqu'un nous reçoit? Houston. Je pense que ça marche, ça fonctionne bien, ouais. Ouais. Houston, do you copy? Il y a toujours un petit décalage. Ouais. On va voir. On va attendre un petit peu. On va temporiser un petit peu tout ça. Donc là, ce qu'on vient de vous présenter, c'est vraiment un outil pour faire, oui, tout à fait. pour allier justement cette triple performance économique, sociale et environnementale, de pondérer l'ensemble de nos leviers. Et vous voyez que tout est prévu dedans. Là, on a même intégré la réglementation. On voit quelques nouveautés qui sont en train d'être déployées, notamment l'avant-dernière IA, qui va être très intéressante aussi, où là, on va avoir des modèles entraînés pour pouvoir nous aider à converser naturellement sur des sujets de réflexion autour notamment de nos sujets, des sujets RSE. Ça va être très intéressant. Un modèle auquel on aura donné à manger beaucoup de réglementations, beaucoup d'exemples de mise en œuvre de politique achat RSE, etc. Ouais, effectivement. Donc là, les IA, vous les voyez, je vais aller sur là. Vous les voyez ici. Hein. On ne vous les présentera pas aujourd'hui, même si on a fait un live sur les IA il y a peut-être 2 mois. On vous a présenté comment elles fonctionnent. En gros, la méthode Impact 3 aujourd'hui est un algorithme méthodologique processé qui permet d'intégrer la dimension RSE dans la fonction achat, mais finalement qui devient du management du développement durable, hein, de la performance économique, sociale et environnementale. Et aujourd'hui, nous avons un ensemble d'IA que nous éduquons depuis maintenant plus de 2 ans, ça va faire 3 ans, et qui sont aujourd'hui d'une performance exceptionnelle. Pour vous donner un ordre d'idée, tous les critères qui sont là, qu'on a présenté tout à l'heure, que j'ai présenté tout à l'heure, ici par exemple sur les transports routiers, les IA vont être connectés en fait pour pouvoir vous aider à vous amener le bon process de réflexion, les bonnes infos. Le tableau de bord qu'on a vu la dernière fois va vous permettre d'identifier aussi les proportions de chiffre d'affaires, d'impact RSE, d'impact CO2 par exemple, quand vous allez les mesurer. Tous les critères qu'on a dans l'analyse stratégique vont remonter. En fait, vous allez vraiment avoir un pilotage financier, extra-financier et même, je dirais, triple performance, hein, parce que l'impact développement durable croise les 4 axes de vision sur la performance économique, le risque, les impacts RSE, les impacts parties prenantes. C'est très, très fin. Ça vous permet d'avoir vraiment une capacité à présenter des stratégies en équipe extrêmement efficacement. Et puis, on peut le dire quand même aussi, quand on intègre la RSE de manière native dans nos processus, dans nos outils, eh bien, derrière, on est naturellement conforme à la réglementation, puisque si vous regardez, pareil, sur le site internet de SWOT, Espace Ressources, vous avez des choses sur les critères RSE liés aux achats responsables. En fait, ce qu'on nous demande, c'est d'intégrer la RSE dans nos processus. Donc, on va faire une politique qui va intégrer la dimension RSE. On va faire des analyses stratégiques en intégrant la dimension RSE, c'est ce qu'on vient de vous montrer. On va faire des projets intégrant des leviers de réduction des impacts RSE aux côtés des impacts de la performance économique, du risque et des impacts parties prenantes dans les projets. Et on va générer des résultats qui vont remonter dans les tableaux de bord et présenter des réductions d'impact mesurables aux côtés d'améliorations d'impact aussi économiques, aux côtés de la réduction du risque, aux côtés de l'amélioration de la réponse aux parties prenantes. Donc, en fait, on devient aujourd'hui, on peut devenir un moteur numéro 1, hein, clairement, de la transformation des organisations vers un modèle qui va être à la fois plus durable et performant économiquement. Ça, c'est à portée de main aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, vous devez évoluer. Clairement, nous devons évoluer. Nous devons devenir des managers du développement durable par les achats, très clairement, des contributeurs clés de la transformation des organisations. Il n'y a pas le choix. Soit on le fait nous, soit certains acheteurs, de toute façon, tous les acheteurs ne se transformeront pas. Les acheteurs vont se transformer en bonne partie, je pense. Hein, tous ceux qui sont déjà dans des niveaux 3 de maturité, il y a l'enquête. Je vous invite d'ailleurs à y répondre. Il y a l'enquête, la grande enquête de maturité de la fonction là, qui est bien avancée. Aujourd'hui, on se rend compte que on a quand même pas mal de monde qui est en difficulté, beaucoup de services qui sont assez bas en maturité. Mais si on arrive à atteindre ce niveau 3 de maturité, on est vraiment dans le bon niveau pour aller chercher le niveau 4, intégrer la RSE et vraiment transformer la fonction. Et après, ces méthodologies-là, des acteurs de la RSE, des personnes qui veulent avoir un impact, vont s'approprier ces outils-là pour transformer les organisations en intégrant la dimension RSE. Puisque ce qui est le problème pour les achats, c'est-à-dire intégrer la dimension RSE,
et pour la RSE, qui est la difficulté à intégrer la dimension économique, finalement, se rejoignent. Et peu importe la dénomination de métier qu'on a, l'important, c'est de faire et c'est d'agir concrètement et d'avoir les bons outils. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire, hein, finalement. Nous sommes une entreprise à mission. Notre mission est d'accélérer la transition des organisations vers ces nouveaux modèles plus durables et performants économiquement. Et là, vous avez ça à disposition dans les formations et ça sera révélé pour l'ensemble de la communauté, même sans formation, en début d'année 2025. Ça vous inspire quoi, ces outils-là, les personnes qui ont réussi à ne pas décrocher? S'il en reste. Je pense qu'il en reste quand même, j'espère. Je crois qu'il n'y a plus eu trop de crash. Voilà. Enfin, au début, ça a été compliqué, effectivement. On le verra à la fin, ça, justement. Dites-nous, on attend un petit peu vos retours. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Ça peut être intéressant de savoir si vous avez déjà fait évoluer vos matrices, si vous avez des matrices et si vous les avez fait évoluer. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez intégré en particulier ouais. dans vos critères d'évaluation? Tout à fait. Après, c'est vrai que nous, de notre expérience, on a vu assez peu de sociétés finalement intégrer des critères. Vraiment travailler sur cette base de matrice, redécomposer ces critères pour être en capacité de justifier les différentes priorités achats et de valoriser le côté comptabilité durable comme nous expliquait Emmanuel dans les commentaires. Ouais, tout à fait. Bon, ça va, je vois qu'il y a encore un peu de monde. Je fais un petit... On a même des travaux, c'est ça à côté? Nécessaire. Ouais, nécessaire par rapport à la CSRD. Connexion des ODD, effectivement. Et oui, en fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que cela reste artisanal. Intéressant. Merci, Philippe. J'imagine de son côté, dans sa mise en œuvre. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Non, je l'ai pris pour nous. Pourquoi? C'est pas artisanal, c'est pas vrai. Philippe, ouais, effectivement, ça reste artisanal. Alors, je vais vous montrer quelques images qui sont intéressantes et puis je vous invite à tout simplement... oui, Véronique, tu vas avoir accès à la nouvelle version. De toute façon, c'est les mêmes liens. Hein. On va juste mettre à jour les liens actuels. Effectivement, ouais, c'est ça. On rentre vraiment dans une nouvelle dimension. Et pour ceux qui l'utilisent, je crois que c'est toi, Véronique, d'ailleurs, qui l'avait utilisé pour, je crois, pour une étude, si mes souvenirs sont bons, EcoVadis. Tu l'as déjà utilisé, non, le logiciel? Dis-nous dans les commentaires. Effectivement, d'amener ça dans toute solution de management de la RSE, toute solution réglementaire, eh bien, en fait, on va pouvoir répondre de manière très native, en fait, à tout ça, quoi. C'est très simple. C'est souvent les mêmes démarches, mais il m'apparaît nécessaire de pouvoir rendre des critères objectifs basés sur un index, etc., car sinon, le travail des acheteurs est très lourd de décider de la notation de chaque critère. Oui, tout à fait, on est d'accord. Alors, il faut comprendre une chose, Nicolas, j'apprécie ta remarque, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises. Tu pourras couper ton micro, Sébastien? Je crois qu'il y a je ne sais pas ce qu'ils font derrière toi. Il y a énormément de bruit. Ils chassent les feuilles. Non, là, c'est la totale aujourd'hui. Vraiment, je crois que c'est la journée, quoi. Alors, effectivement, ouais, tu as commencé à l'utiliser, Véronique. Ouais. Tu peux nous faire les premiers retours, même si tu vois qu'il évolue très vite, l'outil. Aujourd'hui, il n'y a que les apprenants qui font partie de notre programme qui l'utilisent parce qu'on l'améliore, mais il est complètement inclus dans nos formations. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je vais. Ah oui, Nicolas. Nicolas, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont dit « Ah, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas mesuré ». Alors, je suis d'accord, on peut améliorer tout ce qu'on peut mesurer, mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se jettent dans « il faut qu'on fasse un bilan carbone, il faut qu'on machin ». C'est ce qui explique qu'on a 3 ans de retard. Hein. Aujourd'hui, on commence à se dire « Ah, c'est le scope 3 ». Bon, c'est pareil dans toutes les entreprises. D'ailleurs, le bilan carbone a intégré le scope 3 il y a très peu de temps. Hein. On parle d'une paire d'années. Aujourd'hui, l'idée d'une stratégie n'est pas de définir hyper précisément les critères. Évidemment, l'IA aujourd'hui qu'on a développé permet de le faire beaucoup plus rapidement, mais de nous challenger en fait et qu'on se pose les bonnes questions pour affiner les critères et avoir les mêmes bases, notamment celles de la CSRD, hein, tout simplement. Il y a toujours une part de subjectivité, mais je pense qu'il ne faut pas perdre trop de temps sur la définition d'une stratégie. Là, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on arrive à structurer des stratégies de grands groupes
de manière en quelques jours. On parle de 5 à 10 jours pour structurer une stratégie sur des portefeuilles achats, évidemment avec un niveau de maturité d'entreprise de base suffisant. Je vois Sébastien qui sourit quand il doit faire des analyses de tableaux de bord et de données qui sont mauvaises. Mais quand les données sont à peu près bonnes, qu'on a le bon niveau de maturité, c'est très rapide de faire cette analyse. Et en fait, la priorité, c'est d'entrer dans l'action. Donc, une fois qu'on a défini ces projets-là, on va rentrer dans les projets sur les familles et là, on va générer des résultats. Il ne faut pas mélanger l'analyse, on va dire, macro de l'analyse précise qu'on va faire dans les projets. Là, aujourd'hui, une stratégie, on doit savoir où est-ce que ça fait mal pour aller travailler dessus, tout simplement. Et c'est le seul but d'une stratégie aujourd'hui. Le coût pour utiliser cet outil, c'est une bonne question. Aujourd'hui, c'est inclus dans nos formations parce que ça permet aux acheteurs de transformer les organisations plus rapidement. La dimension de coût, ce que je peux te dire, Isabelle, c'est que ça sera tout à fait accessible puisque ça sera accessible pour des individus, des consultants indépendants, des personnes qui veulent l'amener dans leur entreprise sans que ce soit financé par l'entreprise, évidemment pour les services achats qui vont pouvoir l'intégrer. Donc, c'est adapté à tout le monde pour des individus qui veulent mieux performer, qu'ils soient indépendants ou qu'ils soient salariés, et pour des services achats complets qui veulent, encore une fois, eux également, accélérer leur capacité à faire évoluer leur pratique et à monter dans le niveau 4-5 de maturité, tout simplement. Pertinent à voir sur la partie synthèse. Ouais, effectivement, comment vous passez de la facture aux indicateurs? Je n'ai pas compris la facture. Bon, alors, on mesure en fait le poids des achats et des familles achats. Ah oui, c'est le data management, tableau de bord. Ouais. Emmanuel, je t'invite à regarder les lives sur les tableaux de bord. Alors, surtout, pour savoir où vous en êtes, vous avez une étude, c'est complètement gratuit, ça prend un peu de temps parce que c'est une vraie étude. Dedans, vous avez le questionnaire organisationnel de maturité complet qui est mis à disposition jusqu'à fin d'année, jusqu'au 31 décembre. Vous pouvez répondre à cette étude. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on le fait. Alors, pourquoi je vous le montre? Parce que ça va vous permettre de savoir exactement à quel niveau de maturité vous êtes actuellement. Donc ici, vous avez les différents niveaux de maturité. Je pense qu'ici, beaucoup de monde les connaissent déjà. Pour passer sur cette intégration de la durabilité, typiquement, il faut quand même aller chercher un niveau 3 de base. Quand on est trop bas en maturité, quand on est dans une vision quotidienne et qu'on gère des ruptures fréquentes, c'est trop tôt pour intégrer la durabilité. Et ici, vous avez les 3 niveaux d'intégration de la durabilité. Pour les niveaux 1 et 2 de maturité, on va se focaliser sur de la conformité des achats responsables. On va avoir une approche plutôt défensive. On va faire quelques projets, mais en fait, ce n'est pas vraiment des projets. On va faire une politique achat responsable, mais elle n'a pas vraiment de sens. On va mettre en place des critères, on va faire signer des chartes à nos fournisseurs, typiquement, mais en fait, ça n'a pas de lien avec nos process, ça n'a pas de lien avec la performance économique, au contraire. Le niveau 3, on va l'intégrer en mode projet. Typiquement, on va identifier quelques projets qu'on peut mener qui ne vont pas toucher au cœur de métier. L'exemple que j'aime bien utiliser, c'est on va mettre des panneaux solaires, des bornes électriques sur les parkings, et puis on va essayer de faire passer la flotte de véhicules en hybride ou en électrique. Vous voyez, c'est bien, mais quand on est une entreprise industrielle, c'est peanuts dans les vrais enjeux. Et le niveau que nous vous proposons, c'est vraiment le niveau d'intégration de la durabilité au cœur des processus, où là, pour ceux qui connaissent la méthode Impact 3, il y a 5 piliers méthodologiques. Là, vous en avez un sur la droite, qui est la pyramide de maturité. Vous avez le cube stratégique qui permet de définir une stratégie. Vous avez eu un extrait dans le logiciel. Et là, vraiment, vous intégrez la durabilité au cœur des processus. On l'a vu, la mission de la fonction achat dans la politique, avec performance économique, risque, RSE, partie prenante comme cœur de mission. Dans la définition de la stratégie, on reprend ces 4 axes. Criticité sur la performance économique, les risques, les impacts RSE et parties prenantes. Et dans les projets, vous allez le voir, pour ceux qui n'ont pas encore vu de live sur les projets ou qui n'ont pas suivi encore nos formations, en fait, vous allez activer les leviers qui permettent de répondre à la mission, les leviers d'impact sur la performance économique, commerciaux comme les appels d'offres, techniques comme la standardisation, l'éco-conception, la gestion des risques, mettre en place plusieurs sources, manager les risques géopolitiques, etc. Bref, gérer le risque. Les leviers de réduction des impacts RSE qui sont souvent liés aux leviers techniques pour aller réduire les impacts RSE et les leviers d'amélioration de la réponse aux parties prenantes. Et là, on intègre vraiment la RSE au cœur des processus. Bref, je vous invite vraiment à aller répondre à cette étude. Vous pouvez le faire en 5 minutes. Si vous restez juste pour savoir votre niveau de maturité, ça prend 5 minutes. Et si vous voulez rentrer dans le questionnaire complet, c'est-à-dire avec beaucoup de questions pour avoir une analyse beaucoup plus fine, on vous fera des retours quelques jours avant
la présentation officielle des résultats, qui sera aussi un live, ça sera début janvier, je crois mi-janvier pour être précis. Et on vous enverra des résultats personnalisés à cette étude. Donc, ne ratez pas. Voilà. Pour y accéder, pareil, c'est sur notre site internet, espace ressources, vous pourriez y accéder. Après, vous avez aussi déjà un petit bilan pendant que vous répondez justement au questionnaire qui vous aide à vous positionner justement sur la maturité avant d'avoir le retour personnalisé une semaine avant le live dédié. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'était un petit peu chaotique. On s'excuse. Voilà, je sais que ceux qui sont habitués à nos lives, vous savez qu'en général, c'est un petit peu mieux structuré. Mais là, entre le crash de Canva, les problèmes de connexion Internet, on a été gâtés. Voilà, ceux qui souhaitent accéder à tous les outils qu'on vous a présentés là, enfin toutes les présentations qu'on a fait, vous avez tout sur notre site internet, espace ressources, vous pouvez les télécharger. On va vous envoyer la présentation que vous n'avez pas vue, du coup, dès que Canva remarche, par mail et par message en suivant. Quoi d'autre voilà, pour ceux qui souhaitent accéder au logiciel, je sais que ça fait un peu rêver d'avoir ce type d'outils. Sachez que la maîtrise d'outils de ce type-là ne se fait dans de bonnes conditions qu'en ayant les compétences. Aujourd'hui, votre capacité à transformer les organisations de l'intérieur, à proposer un niveau de valeur ajoutée qui permette de répondre aux attentes des organisations, ça passe d'abord par vous, par vos compétences. Ça ne sert à rien d'avoir une Formule 1 entre les mains si on est un pilote de voiture sans permis. Ça te va, Sébastien, comme image? Voilà. C'est pas mal. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Donc, formez-vous évidemment chez nous, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est notre passion, on fait ça avec tout notre cœur et on développe aujourd'hui des formations qui sont clairement très opérationnelles et misez sur vous, accédez effectivement aux bons outils et vous allez voir que votre carrière va complètement se transformer. Vous allez être beaucoup plus à l'aise, moins de stress, meilleure gestion finalement de votre carrière. Évidemment, une réussite aussi financière, des impacts réels, mesurables, du sens à ce que vous faites. Et c'est ce qu'on met derrière nos formations. Voilà, merci à tous ceux qui ont réussi à rester. Ceux qui ont réussi, Laurence, c'est déjà dans les formations, mais ce n'est pas la même version. Mais je pense qu'en janvier, c'est bon. Tu auras celle que tu viens de voir là. Tu as vu, il marche très bien, le logiciel. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis, on regardera le résultat après. Et puis, si ce n'est pas de bonne qualité, on recalera un live sur le sujet prochainement. Surtout, répondez à l'étude, s'il vous plaît, parce que ça va nous permettre d'avoir une vision très globale de la fonction. C'est quand même hyper intéressant de savoir où est-ce qu'en est la fonction achat. Et on vous donne rendez-vous, du coup, le mois prochain pour le live de Noël où on a invité pas mal de personnes que vous connaissez sur LinkedIn aux achats. On va faire une table ronde tous ensemble, ça va être sympa avant Noël avec des cadeaux. On va vous offrir des cadeaux, notamment accès au logiciel. Donc là, venez. Et puis en janvier, résultat de l'étude, le 16 janvier de tête, je crois, mais vous verrez ça sur la page SWOT. Et là, par contre, on va révéler les résultats de l'étude. On va voir exactement où on en est et ce qui nous manque pour y arriver. Donc ça va être intéressant. Merci à tous. Merci à tous. Merci les LinkedIn. À bientôt. Merci Stéphane. Merci Véronique pour ta participation et ton soutien. Merci Christophe. Merci Audrey. Merci Selena. Merci Patrick. Merci Laurence. Merci Fabrice. Merci Geoffroy. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous avez des questions. J'ai vu passer la demande d'Audrey. Aurélien vous a partagé le lien de rendez-vous. Ouais. Merci Nicolas. Alors, tu vois, finalement, comme on a eu un bug, merci Philippe, merci à tous, c'est top. On a eu un bug, on a fini dans les temps. C'est quand même pas mal. Oui, c'est ça. Pas de support, du coup, c'est… Pas de support, pas de réconfort, comme on dit. C'est un peu stressant, mais bon, ça va. On a l'habitude, mais quand même, quoi. C'est vrai que, évidemment, il faut que ça bug maintenant. Merci Nédier, merci Adeline, merci Audrey, merci Aude, merci Laurent. Je sais que tu es là souvent. Voilà, j'espère que ton activité se passe bien. Merci Dieu veille. Merci Valérie. Merci Alain. Bon, c'est top. À tout de suite Sébastien, puisque en fait on est pas très loin. Je ne le vois pas, mais je sais que tu n'es pas loin. À plus tard. Ciao tout le monde. Allez, au revoir. À bientôt.